Quand on pense au programme du Rassemblement national, on pense la mouvance islamiste, l'immigration, une menace pour la sécurité. Pour certains de ces barbares, crise migratoire majeure. La politique nataliste, terrorisme islamiste, la cancel culture, le wokisme, un référendum sur l'immigration. Donc, le voile islamique. Aucun voile. Et donc ça veut dire d'abord d'arrêter l'immigration. La civilisation et de la population française. L'insécurité n'est pas résolue. Pourtant, derrière ces déclarations se cachent des considérations économiques importantes. Si le Rassemblement national prospère à ce point aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il promeut derrière son argumentaire l'idée que des étrangers voleraient le travail des Français et qu'il serait le seul parti capable de rendre à la France sa prospérité économique et sociale d'antan, bien qu'elle soit évidemment largement fantasmée. Notre priorité à nous, mais c'est de donner du boulot aux Français. Je pense qu'il faut permettre aux employeurs de donner en priorité accès à l'emploi à un Français. L'idée donc, derrière les propositions xénophobes, c'est aussi que tout le monde puisse retrouver du travail et donc accéder à un statut social et une situation économique confortable. Le Rassemblement national a initialement gagné en popularité dans les régions désindustrialisées où le tissu économique s'est fragilisé et il excelle dans sa capacité à se positionner en partie des travailleurs. Le parti qui défendrait les pauvres Français déclassés. Je préfère qu'on fabrique des travailleurs français plutôt qu'on ne les importe. Et je crois que je ne suis pas le seul. Pourtant, le Rassemblement national, dans son programme, ses prises de position, ses votes à l'Assemblée nationale ou encore ses rendez-vous secrets, est loin, mais alors très loin, de défendre l'intérêt des modestes travailleurs. À vrai dire, les éléments dont nous disposons aujourd'hui permettent plutôt de démontrer que le Rassemblement national place sa politique du côté des grosses entreprises, quitte à défendre des industries coupables de scandales sanitaires ou à se rapprocher de certaines multinationales, sans parler de leur programme très libéral et éloigné des intérêts des plus pauvres, tout simplement. Alors pourquoi le Rassemblement national est-il en contradiction entre ce qu'il défend publiquement et ce qu'il défend réellement ? Réponse tout de suite dans cette nouvelle émission économique pour Blast. En 2022, 12 millions de personnes ont voté pour le Rassemblement national au second tour de l'élection présidentielle. Il ne s'agit plus d'un vote marginal et l'une des raisons de ce succès tient à la capacité de ce parti à se présenter comme le parti des pauvres et des travailleurs. Nous sommes le parti des travailleurs français. Nous atteignons aujourd'hui 40% d'intention de vote chez les ouvriers. Le Rassemblement national prospère sur l'abandon économique des classes populaires et moyennes, notamment dans les zones touchées par la désindustrialisation avec un fort taux de chômage. Ça a été documenté avec précision par les économistes Julia Cagé et Thomas Piketty dans leur livre « Une histoire du conflit politique ». Ils ont épluché les données électorales et socio-économiques des 36 000 communes françaises sur plus de 2 siècles. Et ils établissent un lien fort entre les enjeux socio-économiques et le vote Rassemblement national. Si les ouvriers des villages et des bourgs ont basculé en partie sur le RN, à nouveau pour nous, c'est pas un vote anti-immigré, c'est d'abord un vote d'un sentiment d'abandon socio-économique, notamment face à l'intégration commerciale européenne et internationale, où les blocs qui se sont succédés au pouvoir historiquement de gauche et de droite ont donné l'impression finalement de faire l'impasse sur la désindustrialisation, sur les pertes d'emplois ouvriers. Et pour cause, les membres du Rassemblement national mettent des mots sur les difficultés de nombreux Français et s'indignent de leurs conditions de vie. Tout ça est quand même une dérégulation un peu généralisée du code du droit du travail, tout à fait conforme à ce qu'exige la Commission européenne. Je ne crois pas que ça fera d'emploi. Cette réforme est vraiment une escroquerie gouvernementale pour une raison simple. Il y a entre 5 et 6 millions de personnes au chômage ou mal employées. Et aujourd'hui, le gouvernement n'a pas créé d'emplois. Vivre dans un pays où un Français sur 5 dit avoir renoncé à se chauffer l'an dernier parce qu'il n'en avait pas les moyens, et que un Français sur 4 dit aujourd'hui ne plus avoir les moyens de régler ses factures d'électricité et de gaz, c'est inacceptable. Donc le pouvoir d'achat doit être une urgence absolue. Tout augmente, les mutuelles augmentent, ils ont doublé la franchise médicale, l'électricité, le gaz, les péages. Et qu'ont-ils fait contre cela ? Absolument rien. Ils sont même les responsables de l'augmentation du prix direct de l'électricité. Pourtant, derrière ces déclarations, le Rassemblement national promeut une politique très libérale, finalement semblable à celle d'Emmanuel Macron en certains points, à commencer par sa proximité avec les lobbies.
Une enquête du journal Le Monde intitulée « Comment le RN fait la cour au lobby du bâtiment, du tabac ou de la santé » est particulièrement éloquente sur le sujet. Je vous en conseille la lecture parce que c'est vraiment édifiant. On y apprend que les députés du Rassemblement national se font les porte-voix des demandes des industriels de plusieurs secteurs, même quand cela va à l'encontre de l'intérêt commun. C'est l'occasion de découvrir, par exemple, que le parti soutient avec ferveur le secteur de l'immobilier, notamment via le député RN du Var, Philippe Lothiau, ancien directeur des services de Patrick Balkany à Levallois-Perret, puis directeur du cabinet de David Racheline à Fréjus, deux villes particulièrement bétonnées. À l'Assemblée, le député relaie les demandes fiscales les plus gourmandes en dépit de préceptes affichés par le RN, la lutte contre le déficit et le bétonnage. Apogée de ce flirt entamé entre le lobby de la construction et l'extrême droite, plusieurs députés RN ont déjeuné cette année au siège de la FFB avec son président Olivier Saleron. Côté santé, c'est encore pire. La députée Joëlle Mélin a récemment défendu la fin de la dispensation de médicaments à l'unité, pourtant source d'économies pour l'assurance maladie. Et surtout, elle a demandé à l'Assemblée la suppression d'une mesure de lutte contre la fraude sociale des professionnels de santé. Pourtant, souvenez-vous, le Rassemblement national a officiellement des mots très durs contre les fraudeurs, mais le lobby des médecins semble plus puissant. Cette enquête nous apprend que le RN défend également les intérêts des laboratoires pharmaceutiques. En véritable avocate des causes perdues du lobby médical, Joëlle Mélin a aussi défendu l'exclusion des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires de la contribution M, une taxe sur le chiffre d'affaires des laboratoires. Le directeur des affaires publiques des entreprises du médicament, le lobby de l'industrie pharmaceutique, affirme d'ailleurs au Monde avoir été approché par cette même députée afin de lui transmettre des amendements. Et toujours dans la catégorie défense des puissances industrielles contre l'intérêt public, on trouve également la proximité du Rassemblement national avec le lobby du tabac. La Confédération nationale des buralistes a trouvé dans le RN l'un de ses meilleurs alliés contre les hausses de taxes sur le tabac, nous explique Le Monde. Plus étonnant, les députés RN ont relayé des amendements pour déréguler et étendre la niche fiscale qui permet au secteur des crèches privées de se développer. Souvenez-vous, à Blast, on avait réalisé une émission entière sur ce secteur et les drames provoqués par cette privatisation, les dégâts causés par la logique de la rentabilité appliquée à ce secteur, sous perfusion d'argent public, nous l'avions documenté et nous avions évoqué en détail le fait que ces entreprises étaient devenues des multinationales, des groupes financiers tentaculaires. Sans surprise, le Rassemblement national défend aussi les grosses entreprises contre les normes environnementales avec des enjeux forts en termes de santé publique. Les députés RN ont par exemple défendu 2 amendements visant à porter une taxe sur un polluant, les hydrocarbures, et à alléger une obligation d'installation d'ombrières photovoltaïques dans les parkings. Plus récemment, et ça c'est vraiment passé sous les radars, le Rassemblement national s'est positionné dans le scandale des PFAS. Les PFAS, si vous n'aviez pas suivi, c'est ce qu'on appelle des polluants éternels. Un scandale de santé publique majeur, mis en lumière par de nombreuses personnalités publiques ces derniers temps. Scientifiques, journalistes, militants, tous dénoncent des substances toxiques présentes dans les objets du quotidien, les ustensiles de cuisine, les vêtements imperméables, les meubles, emballages alimentaires ou cosmétiques. Et ce qui pose problème, c'est que ces molécules entraînent un risque de cancer, notamment des testicules et des reins. Des études récentes ont aussi montré qu'ils ont un impact sur la fertilité et qu'ils réduisent l'efficacité des vaccins chez les enfants. Bref, de plus en plus de responsables politiques parlent d'un scandale sanitaire semblable à celui de l'amiante. Des vies humaines sont en jeu. Alors récemment, un projet de loi a été déposé pour en limiter l'usage. Et même des députés macronistes, pourtant hostiles à cette réglementation et souvent très perméables aux demandes des lobbies, ont fini par l'adopter, tant, encore une fois, il s'agit d'un danger pour la santé publique. Les seuls, avec les députés LR, qui ont été aussi perméables au lobbying très intense de l'industrie chimique, c'est le Rassemblement national qui s'est abstenu le jour du vote et qui, pendant les débats, a déposé des amendements pour supprimer le contenu de la loi visant à protéger la population. Une attitude totalement incompréhensible pour un parti qui dit défendre l'intérêt du plus grand nombre, et notamment des travailleurs du secteur touchés en surnombre par des cancers. Pour défendre les plus modestes, on repassera. Dans la même lignée, et peut-être en encore plus importante contradiction avec leur discours, il y a les positionnements du Rassemblement national en ce qui concerne les lois censées protéger les agriculteurs. Là encore, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, il y a un précipice.
Cet article de Mediapart, notamment, mettait en avant des contradictions saillantes en la matière. Vous voyez ce visuel publié en pleine crise des agriculteurs par le Rassemblement national, garantir la préservation des terres agricoles face à l'urbanisation excessive. Pourtant, en 2023, le groupe Rassemblement national à l'Assemblée avait voté à l'unanimité pour l'assouplissement de la loi zéro artificialisation nette. Les ambitions de ce texte, qui vise justement à ralentir drastiquement l'artificialisation des sols, avaient alors été revues à la baisse. Plus choquant encore, la position du Rassemblement national défendant les petits agriculteurs. En octobre 2020, lorsque le Parlement européen devait se prononcer sur le financement de la PAC, la politique agricole commune, le RN a refusé de soutenir une politique agricole plus sociale pour plus d'équité dans le monde agricole. Là encore, une enquête de Mediapart est claire. À l'époque, un amendement en particulier a recueilli l'opposition à l'unanimité moins une abstention de l'ensemble de la délégation RN, celui qui proposait un plafonnement des aides de la PAC. La mesure, en limitant les subsides publics aux très grandes surfaces agricoles, aurait permis de rééquilibrer la distribution des subventions en faveur des fermes de petite et moyenne taille. Le parti d'extrême droite n'a donc pas voulu de cette mesure favorable aux petits. Ce qui paraît fou, c'est cette déconnexion entre ce que dit le RN et ce qu'il fait. Car ce positionnement favorise les géants du secteur agricole contre les petits agriculteurs, et pourtant, le RN continue à obtenir un succès important auprès des petits agriculteurs, les mêmes qui sont désavantagés par les positionnements du parti au Parlement ou à l'Assemblée. Car toujours dans la même lignée, cette motion de rejet qui va totalement à l'encontre des agriculteurs et qui a été mise en avant par Libération début 2023. Marine Le Pen en personne avait déposé une motion de rejet sur le texte qui prévoyait notamment d'interdire les très grosses promotions dans les hyper et supermarchés et de permettre aux producteurs d'avoir le dernier mot en matière de prix. Pourtant, à la base, le groupe RN ne s'était pas opposé au texte. Alors pourquoi ce revirement de dernière minute en faveur des hypermarchés ? Le journaliste politique Sylvain Chazot a apporté un début de réponse. Le député RN Sébastien Chenu avait déjeuné juste avant le vote avec le patron Leclerc que cette loi désavantageait énormément. Libération écrit, le mariniste a rencontré la semaine dernière Michel-Édouard Leclerc, patron de la chaîne de magasins du même nom, une entrevue que Leclerc nous confirme. Bref, plutôt défendre les intérêts de Michel-Édouard Leclerc que ceux des producteurs. Et au Parlement européen, c'est la même histoire. Pendant la pandémie, nous nous sommes rendus compte de la dépendance de l'agriculture à la main-d'œuvre saisonnière. Pour permettre à l'agriculture de continuer à utiliser cette main-d'œuvre, le Parlement a voté une résolution pour mieux protéger ces travailleurs et travailleuses des travailleurs agricoles donc. Même au niveau européen, une large majorité avait voté pour cette résolution, y compris les autres groupes d'extrême droite au sein de l'Union européenne. Mais le Rassemblement national avait voté contre, pour une raison que l'on ne connaît pas à ce jour. Sur ce sujet de l'agriculture, un article de Mediapart souligne un comportement particulièrement incompréhensible du Rassemblement national au Parlement européen en 2020. Attention, c'est un peu technique, mais c'est important. En octobre 2020, l'élu RN Gilles Le Breton a ainsi déposé un amendement visant à supprimer dans le règlement de la PAC, la politique agricole commune donc, la mention suivante. Parce que de nombreuses zones rurales de l'Union européenne souffrent de problèmes structurels, tels que le manque d'offres d'emplois attractives, la pénurie de compétences, des investissements insuffisants dans les réseaux de connexion, les infrastructures et les services de base, et un exode important de la jeunesse vers d'autres régions, il est fondamental de consolider le tissu socio-économique dans ces zones, notamment par la création d'emplois et le renouvellement de générations en amenant dans les zones rurales les emplois et la croissance soutenue. Mediapart résume bien cet amendement. Autrement dit, quand il s'agit de voter sur le principe d'une aide à ces territoires défavorisés que le RN prétend défendre, le RN vote contre. Bref, le Rassemblement national dit vouloir encourager l'activité économique et lutter contre la précarité, mais vote littéralement contre des résolutions permettant d'encourager cela. Au-delà du côté purement cynique et de sa tendance à privilégier les intérêts de très grosses entreprises, le Rassemblement national a plusieurs fois trahi une profonde méconnaissance du tissu économique, du milieu des entreprises et de leurs règles, tout simplement. Le président du RN a par exemple été pris à défaut sur sa volonté d'instaurer, lorsque les effectifs d'une entreprise franchissent un seuil légal, un délai de latence de 3 ans avant l'application des obligations associées. Jordan Bardella a déclaré il y a quelques semaines « Enfin, nous entendons instaurer un délai de carence de 3 ans pour tout franchissement de seuil par une entreprise. 3 ans pour s'adapter, 3 ans
pour empêcher la sanction d'éventuels à-coups économiques et permettre d'accompagner une tendance. Le président de la CPME, François Asselin, lui a alors rappelé que depuis 2020, un délai de 5 ans existe déjà. Pardonnez-moi, monsieur Bardella, mais on a déjà depuis Pacte 1 un délai de 5 ans en France pour franchir. Pas pour tous les critères. Si, c'est tous les critères sociaux et économiques. Ah. Ce à quoi Bardella a répondu « pas pour tous les critères », sans être capable, une fois l'exercice terminé, d'en dire plus. Et cette méconnaissance n'est pas très étonnante quand on connaît le peu d'investissement du Rassemblement national dans ses fonctions, au Parlement européen par exemple, avec des absences systématiques. Le cas de Jordan Bardella est là encore éloquent. Les personnes avec qui il est censé travailler ne l'ont tout simplement jamais vu en commission. Et une fois encore, entre les promesses de défendre les pauvres et les travailleurs dans les institutions et la réalité, il y a un fossé. Se pose également la question de l'ingérence étrangère. Les têtes d'affiche du RN ont fait de la défense nationale un argument de campagne majeur, notamment sur le plan économique. Nous allons faire le patriotisme économique. Pourtant, le Rassemblement national a prouvé sa grande perméabilité aux intérêts étrangers, notamment en ce qui concerne la Russie. Avec son enquête, le Washington Post a gâché les fêtes de fin d'année au Rassemblement national. Le journal américain affirme, document à l'appui, que le parti de Marine Le Pen serait l'instrument de la Russie dans son plan pour déstabiliser l'Europe. Un rapport d'enquête parlementaire accuse le RN d'être une courroie de transmission du pouvoir russe. Cette commission parle pourtant bien d'un alignement systématique des positions du RN sur celles du Kremlin et évoque leurs liens financiers. En cause, un emprunt de 9 millions d'euros contracté par le parti auprès d'une banque russe en 2014. Le parti a refusé, par exemple, de soutenir une résolution pour dénoncer le traitement inhumain de Navalny, assassiné un peu plus tard par le pouvoir russe, sans parler du financement russe de ce parti dans ses dernières campagnes. Nouveauté, le Russia Gate, le fait que des espions russes auraient payé des députés RN pour diffuser la défense du Kremlin. L'affaire a quand même été dévoilée par des sources crédibles. Ce sont les services de renseignement tchèques qui ont révélé qu'un important réseau russe agissait dans l'ombre au Parlement européen. Et cela a été confirmé par Alexander De Croo, le Premier ministre belge. C'est un site d'information basé à Prague, la Voix de l'Europe, qui aurait fait de la propagande en faveur du Kremlin en achetant des députés européens ou des candidats aux européennes. Bref. Si le Rassemblement national prétend défendre les intérêts français, il est lui-même impliqué dans des affaires d'ingérence russe. Mais les contradictions vont au-delà de ces affaires. C'est la colonne vertébrale idéologique du RN sur le plan économique qui trahit son véritable positionnement. Les contradictions économiques du Rassemblement national, au-delà de la question des lobbies ou de l'ingérence étrangère, sont nombreuses. C'est une posture plus générale adoptée par le parti, puisque ses cadres sont les premiers à s'indigner pour tout ce qui concerne le pouvoir d'achat et à se faire les défenseurs des plus modestes. Il faut maintenant organiser une grande conférence sociale et remettre à plat aussi les salaires. Les choix qui ont été faits ont été des mauvais choix. D'un côté, on a fait des cadeaux à un certain nombre de secteurs de la population qui n'ont rien rapporté. Vous pensez à quoi, l'ISF ? Notamment, oui, l'ISF. Bon. Pourtant, rien dans leur culture politique ni dans leurs actions ne laisse présager qu'ils apporteraient de quelconques solutions concrètes au-delà du discours. Le parti s'est par exemple fermement opposé à la réforme des retraites en 2022. Et moi je dis aux Français qui sont opposés qu'ils ont raison d'être opposés parce que si vous voulez, cette réforme des retraites, c'est à la fois la hausse des efforts, un effort qui est injustement réparti. On va demander aux Français qui ont commencé à travailler très tôt de travailler plus longtemps alors qu'on ne touche pas à la durée de cotisation de ceux qui ont commencé à travailler ou 24 ou 25 ans. Et c'est la baisse des pensions. Pourtant, il est intéressant de souligner que le RN n'a jamais soutenu les mobilisations sociales, ni défilé lors des manifestations qui ont pourtant réuni des millions de personnes dans les rues contre cette réforme. À l'Assemblée, le parti n'a déposé que très peu d'amendements dans le cadre de cette réforme. Et de manière générale, le Rassemblement national, depuis qu'il a des députés à l'Assemblée, ne cesse de voter contre les intérêts des salariés. Encore une fois, on est bien loin d'une ligne qui défendrait les salariés ou les plus précaires. Le Rassemblement national a par exemple voté contre l'augmentation du SMIC à 1 500 €, mais aussi contre à peu près toutes les propositions sociales à l'Assemblée, comme l'indexation des salaires sur l'inflation, le blocage des prix de première nécessité, la revalorisation des petites retraites, sans parler du rétablissement de l'ISF, pourtant particulièrement antisocial. Le parti a voté contre et encore contre.
Enfin, la plupart des décryptages effectués lors de la dernière élection présidentielle montraient bien un programme économique antisocial du côté du Rassemblement national. Le parti voulait par exemple supprimer les droits sur les biens immobiliers jusqu'à 300 000 €, ce qui, comme nous l'avions déjà montré à Blast, a pour conséquence de renforcer la reproduction des inégalités. Ces autres réformes, comme l'ouverture des donations tous les 10 ans au lieu de 15 et l'exonération des transmissions d'entreprises si les héritiers s'engagent à la garder pendant au moins 10 ans, avantageraient d'abord les riches, indiscutablement. Et c'est pourtant l'une des mesures phares du programme économique du parti d'extrême droite. Sans parler du fait que le chiffrage du programme de Marine Le Pen est extrêmement hasardeux et se base sur de nombreuses hypothèses non vérifiées, le RN a totalement abandonné la critique de l'Europe et de l'euro, pourtant plausible économiquement lorsqu'on veut défendre les classes populaires. Comme nous l'avons déjà, là encore, expliqué dans une série d'émissions à Blast, l'Union européenne a mené une politique libérale et antisociale par bien des aspects depuis des décennies, et les enjeux autour de la monnaie sont majeurs. La grande proposition portée aujourd'hui par Jordan Bardella en France est une augmentation des salaires de 10% qui serait exonérée de charges sociales. Je pense que les salaires sont trop bas dans notre société et que les charges sont trop importantes. Par conséquent, nous proposons aux chefs d'entreprise de permettre, s'ils le souhaitent, une augmentation des salaires de 10% au sein de leur entreprise, et ces 10% seront exonérés de charges et de cotisations patronales. Le journaliste économique Romaric Godin l'explique dans Mediapart. Cette proposition mine la sécurité sociale en sapant les cotisations des salariés, donc la solidarité interne au monde du travail. Ensuite, ces baisses de cotisations conduisent à une étatisation de fait des assurances sociales qui, in fine, les affaiblit en les faisant dépendre de la gestion de l'État et des dépenses publiques. Enfin, ces hausses de salaire dépendront du bon vouloir des entreprises et sont donc centrées sur la nécessité de préserver le profit et non de rééquilibrer la répartition de la création de valeur. Le député François Ruffin soulignait en janvier 2023 à l'Assemblée nationale tout ce qui ne figure tout simplement pas dans le programme du Rassemblement national ou dans ses prises de position. Entre vous et Emmanuel Macron, il y a plus qu'un trait d'union. Sur l'économique, sur le social, vous êtes d'accord sur l'essentiel. Dans votre programme, Madame Le Pen, dans vos 36 pages, cherchez avec moi. Combien de fois le mot profit ? 0. Combien de fois le mot bénéfice ? 0. Dividende ? 0. Actionnaire, 0. Enfin, sur le terrain, dans toutes les communes où le RN a des responsabilités, les politiques appliquées sont libérales et antisociales. À Hayange, le maire RN s'obstine à s'attaquer au secours populaire, à qui il supprime peu à peu tous ses moyens. Il a même essayé d'expulser le secours populaire de locaux publics. Au Pontet, en 2014, le Conseil à dominante Front National a voté la fin de la gratuité de la cantine scolaire pour les enfants des familles démunies afin d'économiser 30 000 € sur un budget municipal de 50 millions d'euros. Et le scénario se répète à Cogolin, Fréjus, Béziers ou Beaucaire. Le budget des écoles et les subventions socio-éducatives ont été diminués et le prix des repas en cantine augmenté, comme le souligne cet article de La Relève et la Peste. Pour conclure, on pourrait reprendre les propos de Bruno Palier, directeur de recherche au CNRS. Le programme du Rassemblement national organise cette guerre des pauvres qui est soi-disant dénoncée. L'autre point qui me marque, c'est, je dirais, la méconnaissance en fait des gens dont ce parti se fait le porte-parole et notamment de leur vie au travail. Moi, je n'ai pas vu une seule description concrète des conditions de travail, des difficultés vécues au travail qui sont à l'origine du ressentiment social qui souvent porte vers le vote Rassemblement national. Bref, le Rassemblement national, c'est avant tout l'histoire d'une imposture intellectuelle. Celle d'un parti qui réussit à se faire passer pour le défenseur des travailleurs et des précaires, mais qui, dans les faits, s'inscrit dans la même logique libérale que celle du gouvernement, si ce n'est encore plus à droite sur le plan économique. L'idée est de toujours plus limiter la redistribution, de travailler pour les grosses entreprises, main dans la main avec les lobbies, tout en détricotant l'État social à coups de rabot dans la taxation. Et pourtant, malgré les nombreuses preuves dont nous disposons, malgré plusieurs années de vote à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen, sur lesquels nous avons du recul aujourd'hui, le Rassemblement national continue à se faire passer pour le grand défenseur des plus pauvres et des travailleurs.
C'est la fin de cette émission, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous jugez cette vidéo utile, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la partager autour de vous ou à nous laisser un commentaire. Je vous rappelle que ce qui me permet d'écrire une émission de ce type, c'est notre indépendance, car à Blast, nous sommes financés par vous, notre audience. Donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don ou à vous abonner sur blast-info.fr et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission économique.